Alors, merci. Merci à Anne et Céline pour d'avoir accepté notre contribution et ce petit pas de côté qu'elle représente du côté de la littérature. Une précision avant que nous commencions qui va peut-être décevoir les fans de François Bon. Pour des questions de temps, nous avons restreint la proposition initiale qui portait sur 2 auteurs, François Bon et Michel Houellebecq, au seul Houellebecq, et en particulier à la carte et le territoire. Donc voilà, on sera plus limité en termes d'exemples, et c'est tant mieux pour le temps. Je me permets de commencer par Genette, puisque Anne nous a décomplexé dans son introduction en parlant, pour simplement dire en effet que en littérature, la question de la copie et du réemploi se pose d'abord pour ce que Genette appelle les genres hypertextuels, c'est-à-dire les genres où un texte B entretient un rapport avec un texte antérieur à A. Alors ce rapport est de différentes natures, et Genette en effet en fait une typologie dans Palimpseste. Il y a une forme de réemploi ou de copie dont Genette parle finalement assez peu et sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, qui est celle du collage, qui se trouve être en fait une pratique très vive dans la littérature contemporaine. Ce que nous appelons collage, c'est donc une citation d'un autre segment textuel, d'un segment hétérogène, mais non signalé comme tel, donc non signalé comme citation. Alors évidemment, tous ceux qui enseignent ici auront reconnu notre pire terreur, le plagiat. Et donc en effet, sur le plan juridique, le collage se traduit simplement par l'accusation de plagiat. Et c'est bien ce point sensible qui a fait la notoriété du roman de Michel Houellebecq, La carte et le territoire, sur lequel donc portera, que voici, merci, et sur lequel portera notre communication. En effet, le 2 septembre 2010, 2 jours avant la parution officielle du roman, le journaliste Vincent Glade publie sur Slate un article intitulé « Houellebecq, la possibilité d'un plagiat », ce qui, entre parenthèses, est déjà le réemploi d'un titre de Houellebecq lui-même. Et Vincent Glade met en regard des passages du roman avec différentes sources que Houellebecq aurait plagiées. Alors des sources telles que un guide touristique château et hôtel, le site du ministère de l'Intérieur ou évidemment la célèbre encyclopédie en ligne Wikipédia. Il met en regard donc des passages du roman et des passages de Wikipédia notamment, singulièrement ressemblants. La question de la copie et du collage se pose donc d'emblée pour Houellebecq sous l'angle juridique du plagiat et sur l'originalité de Houellebecq, au sens même légal du terme, c'est-à-dire sur son auctorialité, dans la mesure où Houellebecq s'approprie ou s'approprierait des textes qui ne sont pas de lui. Cette polémique, qui a sans doute favorisé l'exposition médiatique du roman, comme à peu près à chaque roman de Michel Houellebecq, avant l'attribution du prix Goncourt, s'inscrit en fait dans une longue série de polémiques ou de critiques autour du style de Houellebecq. Il y a un ouvrage de Samuel Estier qui est consacré à cette question de la critique du style de Houellebecq. Pour le dire autrement et plus simplement, elle constitue en fait une sorte d'aboutissement de la critique souvent formulée à l'encontre de Houellebecq d'être un écrivain sans style. Je reviens simplement sur la polémique très rapidement pour dire que, comme vous le savez tous, le Goncourt consacre le roman et son auteur par la même occasion, et Michel Houellebecq finit par déclarer certains emprunts dans le paratexte de l'édition de poche, qui est affiché ici ou sous cette version-là, en remerciant de façon évidemment ironique et malicieuse les contributeurs de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Fin de l'histoire en ce qui nous concerne, puisque l'aspect juridique n'est pas de notre compétence. Et puis surtout, cette polémique juridique a sans doute occulté la diversité des pratiques chez Houellebecq, en se concentrant en fait sur les quelques exemples qui ont été épinglés par Vincent Glade. Elle a aussi conduit, selon nous, à négliger le caractère très concerté de cette pratique du collage, par-delà la provocation dont l'auteur est coutumier, vous le savez. D'une part, le livre est traversé par cette question de l'auctorialité, de la paternité d'une œuvre d'art, par celle du rapport entre l'original et la copie, et les frontières entre les deux, on le verra. Par exemple, le personnage principal du roman, Jed, qui est un artiste, se fait connaître en prenant des photographies agrandies de cartes Michelin. Et de même, lorsqu'il acquiert un terrain, un territoire en l'occurrence, il entreprend dans une autre partie du roman, à la fin, des transformations et des travaux totalement délirants, mais reste, je cite, parfaitement dans les limites de la légalité. Donc il y a déjà un jeu, probablement, où Houellebecq anticipait cette question de la légalité.
Enfin, la question de l'autorialité se pose évidemment avec la mise en scène de Houellebecq lui-même en tant que personnage du roman, hein, et mise en scène de sa propre mort, puisque Houellebecq met en scène son propre assassinat dans le roman. Or, Michel Houellebecq lui-même se désigne en tant que personnage comme, je cite, l'auteur des particules élémentaires, en un certain nombre donc par des questions justement d'attribution et d'autorialité. Et Houellebecq, personnage, fait également l'éloge des pastiches de Jean-Louis Curtis, auteur un peu oublié, mais grand pasticheur de lui-même, ou encore se prête des propos affirmant que l'intervention de l'auteur dans l'écriture d'un livre se limite, je cite, à être là et à attendre que le processus démarre de lui-même, de façon évidemment, là aussi, provocatrice. D'autre part, je reviens au fait que la polémique a sans doute occulté un certain nombre d'éléments importants. Ces emprunts, appelons-les comme ça pour l'instant, à Wikipédia ou à d'autres sources hétérogènes, s'inscrivent, on va le voir, dans une pratique plus large de la copie et du réemploi, qui, selon nous, et c'est ce qu'on va essayer de montrer aujourd'hui, forme un continuum qui va de la citation signalée, attribuée comme telle, marquée comme par des guillemets, à l'imitation pour créer, on verra ce qu'on appelle un effet de collage, en passant par la fausse citation mais attribuée à un vrai auteur, ou encore le collage à proprement parler, qu'ai-je fait excusez-moi. Voilà. Ou encore donc le collage à proprement parler. Ces différentes pratiques, dont on va donner quelques exemples, interrogent précisément les notions d'autorialité et de style, le style entendu comme donc singularisation du discours de l'auteur, hein, pratique de ressaisissement de l'individualité. Et nous allons commencer justement par la question de la citation à proprement parler. Je cède la parole à Aude. Alors, oui, tout à fait. Donc, Houellebecq se plaît à exhiber le matériau textuel hétérogène. Alors là, vous avez un exemple entre plein d'autres. Voyez que Michel Houellebecq présente un goût pour la citation. Et là, vous l'avez en bonne et due forme, c'est-à-dire entre guillemets. Donc, il y a bien ce tracé cartographique, comme Jacques Linotti appelle cela, de la citation par le marquage avec les guillemets, et attribution donc à l'auteur. Donc là, la citation est bien dans un écrin énonciatif. C'est une métaphore de Boucheron, dont le propriétaire, vous voyez, est nettement identifié. Donc ça, c'est le cas de la citation en bonne et due forme. Dans l'œuvre, c'est plus complexe. On trouve notamment un niveau de réflexivité élevé. En fait, la carte et le territoire peut être considéré comme un patchwork citationnel par moment qui est représenté de façon métalittéraire dans le récit. Alors, vous voyez ces deux segments. Alors, dans le premier extrait, c'est le narrateur qui décrit un tableau qui représente Houellebecq. Donc, vous voyez que la mise en abîme s'approfondit. Dans le tableau, Houellebecq est debout face à un bureau recouvert de feuilles écrites ou demi-écrites. Derrière lui, à une distance qu'on peut évaluer à 5 mètres, le mur blanc est entièrement tapissé de feuilles manuscrites collées les unes contre les autres. Et encore, sinon, dans la deuxième citation, sans doute, donc Gède a-t-il été plus simplement entraîné par une pure fascination plastique devant l'image de ces blocs de texte ramifiés, reliés, s'engendrant les uns les autres comme un gigantesque polype. Donc on voit que l'hétérogénéité textuelle est présentée comme un principe de création, de génération perpétuelle. Ce goût pour la citation engendre même le paradoxe chez Houellebecq de création de citation, c'est-à-dire des propos inédits qui sont bien de son cru, mais qu'il présente comme repris de quelqu'un d'autre. Alors là, vous voyez que c'est un critique, donc fervent chrétien, Patrick Kéchichian, auquel Houellebecq attribue ce qui est tout à fait de lui. Alors ici, c'est un passage qui décrit... un tableau est consacré aux usines Bugatti et donc le narrateur nous dit « Cette simple remarque, donc sur ce tableau, devait conduire Patrick Kéchichian à la rédaction d'un article enflammé, plus mystique que jamais. »
Et là, il le cite, « Après nous avoir montré un Dieu coparticipant avec l'homme à la création du monde, écrivait-il, l'artiste achevant son mouvement vers l'incarnation, nous montrait maintenant Dieu descendu parmi les hommes, plongé ses mains dans le cambouis, etc. » Alors là, on reconnaîtra vraiment une saturation des traits stylistiques outrés du style kéchichian, si l'on peut dire, et donc en fait, c'est une fausse citation, là. Enfin, cet article n'existant pas. Donc c'est ce que Daniel Bilous définit comme un pastiche assigné, en quelque sorte, puisque là, c'est nettement attribué. Donc on a ce surcodage avec vraiment un burlesque Dieu dans le cambouis menant à la parodie. Alors, il est des cas où la citation avance masquée, cette fois-ci, où là, vraiment, on est dans le collage, au sens de, carrément, recopillage. Là, c'est le cas de la vraie citation, qui est attribuée à un mauvais auteur, au mauvais auteur, ou même à un faux auteur. Alors, on parle déjà ici... Il y a une sorte d'usurpation, en fait, un détournement, il y a copie et dépossession du vrai auteur. C'est le cas, donc, pour cette petite description de l'Armagnac, Castarède. Vous voyez le passage en rouge et le passage intégralement repris par Houellebecq, donc en voûte par son amplitude, sa noblesse, son panache, la finale de Pruneau et de Rancio, l'exemple type d'une eau de vie. Bon. L'ensemble est sur le site, en fait, de Castarède, et donc on a prélevé le segment. On a mis le segment en rouge qui est recopié. Alors, ce qui est amusant, donc on a un collage parce que dans l'œuvre de Houellebecq, c'est présenté comme les propos du guide Rothenstein et Bols, qui n'existe pas, et donc en fait prélevé du vrai site Castarède. Alors, un déchiffreur des intertextes, qui est entre autres un chef cuisinier, voulait déceler les vrais ayant l'air de faux, les faux ayant l'air de vrais. Et derrière cette notice, donc, du Rothenstein et Bols, alors déjà, il affirme qu'il n'a pas trouvé ce fameux guide Rothenstein et Bols, mais que ça fait penser à un guide des vins. Donc, il dit qu'en fait, tout ça est inventé, le passage en rouge, par Houellebecq. Comme les restaurateurs qui écrivent leurs cartes, Houellebecq fait référence à des composants dont on n'a pas la moindre idée, comme rancio, qui, semble-t-il, est du vocabulaire des œnologues. Donc, en fait, là, il dit que Houellebecq nous fait prendre pour vrai les fantaisies qu'il a imaginées. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt du vrai, puisque ça vient vraiment de Castarède, qui a été pris pour du faux, faisant vrai. Donc, c'est plus complexe. Et alors, le brouillage est tel qu'on trouve maintenant, sur le site de la maison Castarède, cette citation « Michel Houellebecq vient d'obtenir le prix Goncourt pour son dernier roman, La carte et le territoire », où il décrit sur plusieurs lignes, page 85, une très belle dégustation de notre Armagnac Castarède. Donc là, la circularité est totale, puisque le plagiat est non identifié, et puis le plagié remercie le plagieur. Bon, voilà, donc le brouillage est total. On trouve également des copies sans guillemets, non indiquées comme telles. Alors là, vraiment le cas du collage au sens de plagiat. Alors on l'a dit, par exemple, on a les notices de l'aéroport de Beauvais, le site de la police, et puis bien sûr Wikipédia. Alors on en a pris un exemple de Wikipédia. Vous voyez, en rouge, c'est ce qu'a repris Houellebecq. En bleu, nous avons indiqué ces petits ajouts. Et puis vous trouverez, quand même, on a montré les petits changements synonymiques parfois faits en bas rayés. Alors, justement, donc, vous voyez qu'au regard des légères modifications, qui sont une substitution synonymique, des petites corrections vers un mieux-dit, c'est très minime, on ne peut même pas parler de réécriture. Donc là, ça relève bien du collage, sur, vous voyez, la mouche Musca domestica. Alors, les remerciements qu'il a ajoutés rétrospectivement, là, au roman, je cite, « Je remercie aussi Wikipédia et ses contributeurs dont j'ai parfois utilisé les notices comme source d'inspiration. » Alors, là, ça ne fait qu'accuser davantage le plagiat, parce que, par le fait de le minimiser. En fait, Wikipédia, ici, n'est pas une source d'inspiration, mais la source tout court.
Le collage, alors, semble obéir à une logique d'adéquation, on pourrait dire d'aptum dans le récit, entre forme et fond. Parce que, en fait, ce passage intervient après que le commissaire, quand le commissaire Jasselin contemple le cadavre de Houellebecq, justement, et les mouches qui l'entourent. Alors, le narrateur évoque à ce moment-là la remarquable objectivité de la mouche, dont le commissaire, je cite, souhaite adopter pour quelques instants le point de vue. Alors, le récit cède la place donc à la notice wikipédienne devant le cadavre de l'écrivain. Houellebecq mort, c'est le style documentaire de l'encyclopédie en ligne qui prend un temps le relais, équivalent en quelque sorte verbal de l'objectivité de la mouche. Alors, ce faisant, ce collage s'autodésigne comme tel, comme pur artifice, parce que loin de se fondre dans le récit, il revêt vraiment une dimension romanesque parodique. On sait que normalement dans le roman, les changements de focalisation se font discrètement, à de brefs indices, on glisse d'une focalisation interne à une focalisation externe. Alors là, le point de vue de la mouche, littéralement, est annoncé comme une focalisation interne. Or, en réalité, d'ailleurs, on n'en a absolument pas parce que c'est une focalisation externe. On voit la mouche de l'extérieur et même assez en détail. Donc, voilà le jeu que l'on peut trouver à cet endroit. Bien, merci. Alors, le troisième type de pratique que nous avons identifié, c'est ce que j'ai désigné en introduction comme quelque chose qui relevait de l'effet collage. Donc, on va terminer par ces questions d'effet collage, puisque dans ce roman, on ne sait pas toujours si les fragments d'apparence hétérogène sont réellement prélevés ailleurs, donc de sources telles que Wikipédia, ou alors feignent de l'être et relèvent en réalité davantage du pastiche, ou d'une sorte de mime de discours d'inspiration sociologique, scientifique, publicitaire, encyclopédique ou autre. Et d'ailleurs, les déclarations de Houellebecq, par exemple celles faites à la presse, ne lèvent pas toujours l'ambiguïté. Je cite un entretien de 2011. « Il y a enfin une chose qui peut faire croire que je manque de style, toujours à propos de cette polémique autour de son absence de style. J'aime bien reproduire de manière facétieuse différents types de discours, marketing, sociologie, etc. » Bon. Et d'ailleurs, ici, la notion de reproduction telle que Houellebecq la mobilise ne nous éclaire pas non plus, puisqu'elle est sujette à une double compréhension. Est-ce qu'il s'agit de reproduire à l'identique, de copier, ou est-ce qu'il s'agit de reproduire au sens d'un pastiche ? Il arrive en effet, donc, on l'a dit, que des fragments se signalent par les mêmes traits saillants que les fragments collés, mais relèvent en réalité non pas de l'empreinte textuelle ou du collage, mais d'une création originale, mais dont le but est de passer pour un authentique collage, donc une sorte de faux. Les fragments s'auto-désignent comme hétérogènes, mais n'est en vérité qu'une imitation, un pastiche, dont la fonction première dans la carte et le territoire est donc de générer cet effet collage. Je prendrai un seul exemple qui relève, on va le voir, à la fois du pastiche de l'encyclopédie collaborative Wikipédia, j'espère que c'est à peu près lisible, et d'une sorte de blog de cynophile. On va le voir. Je lis simplement le début puisque la citation est très longue. « Il prit Michou qui bondissait et jappait de bonheur entre ses mains, l'éleva jusqu'à son visage. Le petit corps s'immobilisa, figé dans une joie extatique. Si l'origine des bichons remonte à l'Antiquité, on a retrouvé des statues de bichons dans la tombe du pharaon Ramsès II. L'introduction du bichon bolonais à la cour de François Ier est due à un présent du duc de Ferrare. » J'arrête là, vous avez bien compris à quel moment se joue le passage à l'effet pastiche. Donc on a un fragment imité qui tend donc initialement vers le style encyclopédique, qui se signale ici, vous l'avez vu, par le passage du passé simple au présent, présent qui est ensuite abandonné dans l'anecdote historique, et dans l'ensemble par un haut degré de généricité. Le bichon, ensuite le Shetland, le terrier tibétain, etc. On peut aussi considérer d'ailleurs que l'anecdote historique crée un effet de vraisemblance, ou en tout cas elle est susceptible de générer un effet de réel dans un article de l'encyclopédie participative Wikipédia. On peut enfin relever un dernier stylème dont le degré de vraisemblance est ici à la fois très élevé et à la fois parodique, c'est justement le cliché de style « si l'origine des bichons remonte à », qui crée à la fois un fort effet de collage Wikipédia, mais dont on peut se demander s'il n'est pas précisément parodique, et il est peut-être là pour signaler que tout cela relève de l'imitation. Toutefois, cet extrait contient en fait deux imitations distinctes. Alors, je n'ai pas le temps de le lire en intégralité, mais après l'anecdote historique, on a un retour au présent qui s'accompagne non seulement d'une nouvelle généralisation, avec ce cliché de style remobilisé dès l'origine, mais aussi de l'irruption d'une subjectivité.
puisque dans la suite du fragment, le texte ne se présente plus véritablement comme un collage d'une encyclopédie, mais davantage comme émanant d'une autre instance énonciative du style blog d'amateurs de chiens, de cynophilie. En effet, on a un certain nombre de marques d'empathie avec le bichon, à tel point que d'ailleurs le scripteur n'hésite pas à s'immiscer dans la psyché de l'animal. De même, le texte devient nettement plus prescriptif que descriptif dans sa seconde moitié. Ainsi, l'effet collage est double. On a d'abord un effet collage d'une pseudo-encyclopédie, puis effet collage d'un blog d'amateurs de chiens et de bichons en l'occurrence. Cependant, l'imitateur se dénonce là aussi, puisqu'il insère au sein même de ce faux collage un stylème typiquement welbeckien. Il s'agit de la mention en italique, en l'occurrence chien de compagnie et chien de travail. Mention en italique qui transforme donc de manière systématique l'îlot textuel qu'elle constitue soit en concept, soit en discours de l'autre. Et donc ici, ces mentions en italique trahissent intentionnellement Houellebecq. Elles sont, pour paraphraser Barthes, je cite, le geste fatal par lequel l'écrivain montre du doigt le masque qu'il porte. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. C'est un stylème, en effet, qu'on retrouve systématiquement chez Houellebecq, presque un tic houellebecquien que cet usage de la mention en italique. Enfin, ce stylème lui-même est problématique, justement. D'une part, la mention en italique n'est pas le propre de Houellebecq, on la retrouve abondamment chez Houellebecq, mais il y a toute une histoire de la mention en italique en littérature. D'autre part, elle consiste ici à affirmer une singularité, une sorte d'unicité, mais en renvoyant précisément au discours d'autrui, puisque c'est bien le rôle ici de la mention que de renvoyer à une sorte de concept ou de pseudo-concept ou au discours d'autrui. Il s'agit donc déjà d'une forme d'hétérogénéité discursive, d'assignation du fragment mentionné à une autre source énonciative. Et donc tout se passe ici comme si c'est lorsque l'écriture de Houellebecq se fait la plus commune, la plus collective ou la plus impersonnelle, que le style de Houellebecq se signale dans sa singularité. C'est un stylème paradoxal, si vous voulez. Et je cède la parole à Aude. Oui, alors on voulait vous montrer un dernier cas. C'est une petite biographie qui est consacrée à Frédéric Nious et qui a été épinglée comme un cas de plagiat. Alors, on vous a mis donc à gauche Frédéric Nious version Houellebecq et puis vous avez version Wikipédia. Alors là, les soulignements, c'est juste les liens hypertextes, donc ça n'indique rien. Alors, je commence donc par le texte de Houellebecq rapidement. Né en 1967 à Valenciennes, Frédéric Nious avait reçu à l'âge de 14 ans son premier fusil offert par son père pour son BEPC. Plus loin, il était en outre président de l'association des chasseurs de pigeons et d'oiseaux de Passage du Nord. Et puis enfin, il devait provoquer la chute du mouvement dont il avait pris la tête en commettant l'erreur de conclure une alliance avec Philippe de Villiers, ce que les chasseurs du Sud-Ouest, traditionnellement anticléricaux et de mouvance plutôt radicale ou socialiste, ne devaient jamais lui pardonner. Alors là, il y a vraiment un travail de reformulation, de réagencement, très dominant. Vous voyez que la notice biographique donc, de Houellebecq est vraiment narrativisée. Elle est mise au format du récit, avec d'ailleurs les temps du récit, plus que parfait, imparfait. De plus, Houellebecq introduit des jugements subjectifs, on voit sur les erreurs commises par Frédéric Nious. Et puis, il y a vraiment un travail sur la coupe de la substance biographique, puisqu'on remarque les ellipses, au bout de 5 ans, 20 ans plus tard. Il sélectionne en fait dans la notice Wikipédia les informations qui lui semblent intéressantes, de façon à produire un peu parodiquement une sorte de destin romanesque. Là, il devait, avec cet imparfait qu'on dit de perspective, comme si c'était un destin inéluctable, provoquer la chute, etc. Donc en fait, il y a sélection des anecdotes programmatiques. Le fusil prend sens quand on va être futur président de Chasse, Pêche et Nature. Et donc on a une sorte de construction de logique comme ça, téléologique même, amenant vers le destin. Donc, la mise au format narratif de cette notice wikipédienne éloigne vraiment du collage proprement dit, et cette fois fait bien apparaître Wikipédia comme source d'inspiration, comme le disait Houellebecq, et non, c'est-à-dire vraiment simple source d'information, des détails biographiques comme nous-mêmes nous pouvons consulter. Mais ce qui crée l'effet plagiat, c'est vraiment l'effet de séquence hétérogène, effet de fragments intercalaires d'un coup biographique, donc un effet de rupture.
Enfin, entre Wikipédia et Houellebecq, il existe vraiment une certaine circularité là aussi des matériaux. Un des personnages que Houellebecq aime beaucoup mettre en scène est Jean-Pierre Pernaut. Alors à propos justement, donc il le met fréquemment en scène dans son roman, et on trouve à la notice biographique de Jean-Pierre Pernaut dans Wikipédia, à propos de son goût pour les traditions régionales, cette orientation se révèle fructueuse puisque les scores d'audience du journal sont meilleurs que ceux des autres chaînes et contribuent à la popularité du journaliste. Celui-ci devient même un personnage important de roman dans la carte et le territoire de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq a tout emprunté à Wikipédia pour Jean-Pierre Pernaut. Merci. Je conclus. En définitive, donc, la pratique de Houellebecq correspond à ce que Annick Bouillaguet appelle le collage par juxtaposition, qui fait de la carte et le territoire, on l'a dit, un roman patchwork. Et Houellebecq joue même de façon métalittéraire à revendiquer cette esthétique de la juxtaposition de fragments hétérogènes. Par exemple, lorsque Jed retrouve la maison de son grand-père, le narrateur lui prête ce jugement esthétique, je cite: « Il aimait la juxtaposition entre la partie rénovée et la partie ancienne, aux murs faits de pierres inégalement jointes. » Mais surtout, Houellebecq personnage déclare lors d'une soirée d'ivresse à Berlin, au Livre mort, je cite: « Je crois que j'en ai à peu près fini avec le monde comme narration, le monde des romans et des films, le monde de la musique aussi. Je ne m'intéresse plus qu'au monde comme juxtaposition, celui de la poésie, de la peinture. » De façon ironique donc, Houellebecq met en scène son renoncement au roman, avant sa propre disparition dans le roman même. L'auteur-personnage donc est assassiné dans son roman, tandis que l'auteur réel, comme garant de l'origine singulière du texte, disparaît derrière la pratique de juxtaposition de fragments hétérogènes, brouillant les pistes, on l'a vu, entre collage et pastiche à effet de collage. Nous vous remercions de votre attention.